Alors les flictosexuels, ce sont des personnes qui sont amoureuses de personnages fictifs, des personnages de dessins animés, de séries télévisées, parfois même des artistes. Et c'est des personnes donc qui considèrent ces personnages-là comme leur compagne ou leur compagnon. Si vous questionnez un ou une flictosexuelle, il vous racontera sa vie amoureuse et sexuelle avec ce compagnon fictif. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, Nadia El Bouga est là comme tous les mardis. Nadia El Bouga, sage-femme, sexologue clinicienne. Ça va, Nadia ? Oui, très bien. Bonjour à toutes et à tous. On appelle ça un feat, ça, ce matin ou, non ? Si pas, on invite Maximilien Bachelard, c'est quoi ? C'est ou je sais plus quoi. un feat, un cross ? Ouais, un truc. Parce qu'il y a ça avec les Marvel, les Avengers, etc. D'accord. Puisque Maximilien Bachelard, dont vous venez d'entendre la voix, est notre invité ce matin, président de l'Institut du Comment, docteur en psychologie et psychothérapeute. Et nous allons parler d'un vrai phénomène de société qui va prendre de l'ampleur. C'est les flictosexuels ou l'amour 2.0. Alors, shkoun les flictosexuels, Nadia ? Alors les flictosexuels, ce sont des personnes en fait qui comment dirais-je, sont amoureux de personnages fictifs, c'est-à-dire des personnages de dessins animés, de séries télévisées, parfois même des stars, enfin des artistes. Mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est surtout porté sur des personnages de films. Et c'est des personnes donc qui considèrent ces personnages-là comme leur compagne ou leur compagnon, pour de vrai. C'est-à-dire que si vous questionnez un ou une flictosexuelle, il vous racontera sa vie amoureuse et sexuelle avec ce compagnon fictif. Donc avec Jean-Pierre Bacry, avec Carole Bouquet, avec voilà. qui on veut, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Ah, mais eux, ils existent en vrai. Enfin, ils sont. Elle dit personnage de film, c'est ça ? Oui. Voilà. D'accord. Ah, c'est pas que des dessins animés ou des mangas non, ou C'est des. tout ce que tu ne peux pas attraper, en fait. Alors c'est intéressant, ouais, c'est intéressant. Je pensais votre que questionnement, que c'était parce que des oui. dessins animés ou des. Alors il y a un phénomène justement chez les ados, oui. chez les ados où il y a ce comportement flictosexuel, je dirais plus flicto-affectif d'ailleurs, vis-à-vis de personnages de manga. Donc moi j'ai découvert ça auprès de ma fille et de ses amis. Oui. T'es en couple ? Oui. Voilà. Oula, grosse angoisse. Avec des personnages de manga et elles en parlent comme si c'était leur petit copain. Pas besoin de se protéger alors. Oui. Non mais tu rigoles, mais ça permet de calmer l'angoisse de maman qui dit bon bah ça va, alors si c'est juste les mangas, on peut aller le voir à la Fnac. Pas bête, ouais. C'est vrai. Ah mais c'est vrai. Ça dispense du goûter. C'est sûr. Voilà. Donc non mais c'est sérieux en tout cas. Blague à part, c'est sérieux. Alors, moi j'ai pas souvenir. Enfin nous nous ne sommes pas la génération flictosexuelle parce que vous n'étiez pas amoureuse de Rahan. Tu me diras ce que t'en penses. Non. On avait des idoles, on placardait on placardait dans la chambre. Voilà, les idoles sur nos murs, mais il y avait vraiment, on faisait la différence entre notre imaginaire. On s'imaginait que l'idole, on était peut-être en extase lors des concerts de l'idole en question, ou même rien qu'en lisant les magazines d'ados, en cherchant les photos pour pouvoir les collectionner sur le mur. Mais il y avait quand même on était attaché à la réalité tout de même. Là, c'est un phénomène qui est encore différent parce que ils amènent vraiment le personnage. Enfin, ma génération, on n'était pas amoureux de dessins animés. Ouais, et puis pas amoureux de Nicky Larson ou de je ne sais qui d'autre. Mais en fait, je me dis que c'est le passage de la rêverie privée, temporaire, à je m'embarque et je commence vraiment à avoir une vraie vie avec quelqu'un. Puis je me dis qu'il y a la dimension publique aussi qui change. C'est-à-dire qu'on a tous eu les posters de filles, de garçons, certains ont fait des collages, des magazines, tous ces trucs-là. Donc ça a toujours existé. Mais là, on l'officialise. En plus, tu parles de filles, je sais pas s'il y aura autant de garçons que de filles, mais on officialise ça, par exemple, entre copines ou entre copains, et donc là, on est sur un autre stade, en fait, c'est plus la même chose. Mais c'est vrai que, oui, ça donnerait une dimension différente, avec l'idée que c'est pas une rêverie simplement quand on voit l'image, puisque si on est en couple, c'est que même quand on n'est pas ensemble, ça continue à travailler dans l'esprit, quoi.
Tout à fait. Et d'autant plus que maintenant, ce sont des adultes qui sont concernés en fait par ce phénomène. Aussi. C'est-à-dire Voilà, qu'on a Philippe. des trentenaires qui se disent flictosexuels et qui le revendiquent comme une potentielle même orientation sexuelle en plus de l'orientation hétérosexuelle et homosexuelle qu'on connaît. D'accord. Ça va en faire des associations. Alors, vous nous écoutez, et vous vous demandez comment est-ce qu'on peut être proche finalement d'un personnage fictif, Maximilien ? Je me dis que, ce qui me vient à l'idée, c'est que c'est forcément un personnage parfait, quoi. Je vais faire le psy, mais ça me fait penser à la question du transfert, qui est le fait de revivre avec son analyste. Mais ça peut être avec n'importe qui, mais dans le cadre de l'analyse, c'est un outil de travail. On revit des émois et d'une certaine manière, on fantasme une situation alors qu'on ne connaît pas la personne en face, on ne la connaît pas personnellement, mais on s'imagine quelque chose, elle a des attraits parfaits. Et je me dis qu'il y a une dimension comme ça où on vient projeter en fait ses désirs. Ce qui est extraordinaire avec un personnage de manga, c'est que finalement, on l'aime comme on veut. Il répond forcément parfaitement. On va pas commencer à imaginer des engueulades avec un personnage de télé ou un personnage de manga ou de BD ou de ce que vous voulez, j'en sais rien. Donc il y a une sorte d'espace parfait où tout se passe comme on en a envie, quoi. C'est un peu le... On pourrait imaginer des engueulades, mais ce serait oui, mais des avec une engueulades réconciliation. qu'on mènerait en fait. Voilà, peut-être avec Ken le survivant ou avec Nicky Larson qui comprend d'un seul coup et qui a un amour, parce que... Donc finalement, on arrive à avoir un scénario parfait, quoi. Pour moi, il y a quelque chose où on est fasciné par la projection d'un film et ça s'arrête pas, quoi. Donc ça pose quand même la question de comment on est en lien avec les gens, la réalité. Moi, je me demande un peu simplement pour commencer, est-ce que si on est là-dedans, est-ce que ça signifie qu'on a du mal à se confronter à la réalité ? Est-ce que c'est lié à des déceptions par rapport à l'environnement ? J'aurais tendance à imaginer que quand on vient dans un monde parfait, c'est que peut-être on a du mal avec le vrai monde, qui nous paraît peut-être pas parfait ou qui est peut-être décevant, je sais pas. Enfin, c'est ce qui me vient à l'esprit, quoi. Oui, parce que là, du coup, on n'a pas de sujet face à nous. On a uniquement un objet de désir affectif, sexuel et autres, mais pas... moi, ça me questionne effectivement sur l'altérité. C'est-à-dire que là, en fait, on crée une altérité qui nous correspondrait... Donc c'est une fausse altérité, oui, c'est en une fait. fausse altérité. Il n'y a pas d'altérité, justement. C'est ça qui est une altérité intéressant. qui partirait de nous. En pensant que finalement on regarde quelqu'un mais qui est simplement notre produit aussi. On peut pas être déçu par l'autre d'une certaine manière, on peut pas le décevoir aussi. Donc on prend l'homme ou la femme la plus belle du monde et puis elle est folle amoureuse de nous et puis tout se passe très bien en fait. Donc il y a un côté un peu particulier, mais en même temps je me dis que la rêverie ça fait partie de la relation. Avant de venir à l'émission, je me suis dit, mais finalement, quand Sand ou Monterland ou Camus parlent de sa compagne, on est dans un échange épistolaire, dans un préliminaire qui suscite du désir, qui donne des images. Et donc, ça me fait penser à la question de la rencontre d'une manière générale, quoi. Est-ce qu'on rencontre les gens vraiment ? Est-ce que c'est tout ce qu'on s'est imaginé ensemble qui nous fait avancer ? Je sais pas. Sauf qu'on ne se confronte pas à la réalité à un moment donné, quoi. C'est vrai que quand tu cites là la période romantique un peu dans la littérature, c'est ça en fait. C'est un peu de la fictosexualité. Si on veut, mais au moins, j'ai envie de dire, on peut être surpris par la réponse en face aussi. On fait pas le scénario tout seul. C'est quand même la différence entre vouloir faire une pièce de théâtre avec plusieurs personnes ou alors être le metteur en scène et incarner tous les rôles. C'est pas la même chose. Mais dans les deux cas, on se fait des films. Il y a toujours une partie de film, ouais. Mais qui est rattrapée aussi dans la réalité, parce qu'à partir du moment, un petit peu comme dans les applications de rencontre, à partir du moment où on se rend compte, il y a de la réalité qui tombe, quoi. Alors, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, Nadia, comment ça se passe, comment ça s'organise, ces relations amoureuses avec, par exemple, un personnage de dessin animé ou un personnage de fiction, comment ça se passe avec les ados ou ceux qui sont en relation avec ces gens-là, ils leur envoient des messages, techniquement, ça se passe comment ? En fait, la personne construit l'histoire de couple, c'est une construction, c'est l'objet de votre question. Oui, c'est ça. C'est une construction unilatérale, c'est-à-dire que quand vous allez questionner en fait la personne qui se dit flictosexuelle, elle vous racontera sa soirée avec le personnage fictif dont il ou elle est amoureuse, et elle vous décrira la soirée, donc le dîner qu'il ou elle a passé, ce qu'ils ont fait ensemble,
la personne vous racontera une journée, j'ai envie de vous dire entre guillemets, d'un couple banal et avec une telle conviction qu'en fait vous êtes embarqué dans ce récit. Et ils dialoguent tous les deux ? Enfin, ils s'envoient des messages Alors, ils dialoguent. Donc, la personne va vous dire que le personnage, elle est, ou il fait parler son compagnon. Donc, le fictosexuel ou la fictosexuelle vous dira oui, il a réagi comme ça, il m'a dit ci, il m'a dit ça. Donc, après, on pourrait se poser effectivement la question, alors, du côté psychopathologique, est-ce que ces personnes sont fêlées ou pas ? Moi, je pense aux parents qui nous écoutent et qui voient leurs ados qui sont confrontés à ce genre de comportement. Moi, je revois quand même les parents, et je laisserai la parole à Maximilien, aux personnages imaginaires que les enfants peuvent avoir. Ils font parler leur personnage, et le personnage leur répond, et puis ils ont toute une histoire qui est construite avec leur personnage imaginaire. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, mais je suis en train de me dire que ça va permettre de mettre des réponses à certains parents qui se demandent ce que font les ados pendant des heures dans leur chambre. D'un seul coup. Mais... Après, le flictosexuel a une sexualité. Mais justement, c'est pas la sexualité. Enfin, la sexualité. Quand on est fictosexuel, on n'est pas asexuel. Non. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que la personne qui est flictosexuelle a un objet affectif ou sexuel face à qui en fait son désir est porté et la personne vous dira qu'elle a une sexualité avec son personnage. Donc il y a un auto-érotisme, mais un auto-érotisme avec un imaginaire dans lequel est intégré le personnage. Donc les asexuels, après on ne va pas rentrer dans les catégories de tous les asexuels qui existent, mais la grande majorité des asexuels n'ont pas un imaginaire, ils ne vont pas vous développer un imaginaire sexuel, pour eux c'est pas de sexualité génitale, point. Après vous avez les asexuels romantiques qui peuvent... Voilà, ils sont dans une réalité. Les asexuels romantiques, par exemple, ils ont une compagne, un compagnon, il n'y a juste pas de génitalité dans leur sexualité, donc c'est pas la même chose. Et puis c'est un personnage réel, palpable, même matérialisé en face. Maximilien, ça vous inspire quoi ? Non, mais moi, en fait, depuis tout à l'heure, j'ai l'image, j'arrive pas à avoir l'image de l'adulte, j'ai l'image de l'ado, et donc je me pose la question de savoir, j'ai envie de dire en parallèle comme l'utilisation des jeux vidéo, je pense que la question c'est de savoir en bout de course si ça vient nous empêcher de nous socialiser et d'expérimenter. À partir du moment où ça nous empêche pas, j'ai envie de dire, ça c'est une rêverie aussi. Quand la gamine de 14 ans tombe amoureuse d'un type dans la cour de récré et qu'elle se fait des films avec ses copines, c'est la même chose, j'ai envie de dire. Mais c'est jusqu'où ça viendrait peut-être entraver la possibilité de se socialiser, d'expérimenter, etc. La rencontre ce matin, la rencontre entre Nadia El-Bouga et Maximilien Bachelard pour parler de la flictosexualité et de l'amour 2.0. On n'en rigole pas parce que ça devient de plus en plus présent, on a dire, dans les cours de récréation. Ce phénomène. Les collégiens sont vraiment à fond dans ce phénomène. C'est pas anecdotique. Donc c'est d'autant moins anecdotique que maintenant c'est quelque chose. Quand on creuse la question, on se rend compte. Tu parlais du monde des jeux vidéo. Ouais. Et en fait, de toute façon, on en parlera. Tout ce qui est relations virtuelles, ça vient beaucoup de ce monde-là, du monde un peu geek aussi. En tout cas, ça s'est accentué dans ce milieu aussi. Donc, je pense qu'il y a une imbrication. Ouais, quel est l'impact mondial du confinement qu'il y a eu avec la pandémie ? L'impact du confinement. Est-ce que le confinement a renforcé l'isolement et la flictosexualité ou ça n'a eu aucun impact ? La baisse de la natalité déjà. Alors, ça c'est intéressant. Ouais. On aurait pu ne pas le croire, mais en même temps si. Est-ce que le fait d'être confiné, ça renforce ces relations virtuelles ? Alors voilà, ça va pas renforcer la flictosexualité, parce que c'est quand même assez particulier la flictosexualité. En revanche, oui, ici il y a une contrainte au niveau des rencontres physiques et palpables. Le biais d'Internet, va venir pallier à cette impossibilité. Alors après, ça, c'était valable pour le premier confinement strict qu'on a eu, même s'il y a eu des petites dérogations de certains et certaines, que certains et certaines se sont
permis ou permises d'avoir. Je ne suis pas certaine que pour le type de confinement qu'on est maintenant, c'est changer quelque chose au niveau des rencontres. Je ne pense pas que ce soit le confinement, et tu me diras ce que tu en penses, que ce soit le confinement qui... en tout cas, le confinement tel qu'il est aujourd'hui, qui ait poussé les gens à se rencontrer via les réseaux sociaux ou via les sites de rencontres. Ouais, alors moi je suis pas spécialiste des fictosexuels, donc moi surtout je pense au suivi des gens que j'ai vus pendant le confinement et encore aujourd'hui. Et il y en a beaucoup qui se sont en fait abstenus, et je crois avec l'idée que mais on va pas pouvoir se rencontrer non plus après. Donc on a discuté pendant 3 jours, mais on peut pas aller boire un verre. Parce qu'il faut aussi pas oublier un truc qui est mécanique, mais quand on rencontre quelqu'un sur une application, la plupart du temps, les gens ne les font pas venir chez eux. Ou ne vont pas chez l'autre. Le bar, ça permet quand même de sécuriser, aussi. Et donc là, on peut pas, quoi. Et puis se croiser dans un parc avec un masque et chacun avec son attestation, déjà, c'est un peu moins glamour. Donc moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu ça, et puis beaucoup m'ont dit, finalement, c'est difficile de rencontrer, mais je pense que pour beaucoup, ils avaient déjà la difficulté avant le confinement. Voilà. Mais on a l'impression qu'on peut encore moins rencontrer à cause de ça. Mais ça, c'est une bonne question. Je me demande d'ailleurs s'il y a eu plus de connexions, s'il y a eu plus de... si ces applications peuvent témoigner d'un regain d'intérêt. Je ne suis pas sûr. Moi. Quand on ne peut pas se rencontrer dans la vraie vie, est-ce que votre imaginaire fait que vous allez vous projeter sur un personnage de fiction ? Donc, t'es en train est-ce que ça renforce le phénomène ou ça n'a aucune incidence dessus ? Moi, je ne pense pas. Je pense que se projeter affectivement et sexuellement sur un personnage fictif, je suis pas psy, hein. Mais c'est peut-être que c'est... Enfin, je comprends ce que tu veux dire, mais on pourrait se dire mécaniquement que c'est d'autant plus vrai qu'on peut pas rencontrer des gens et que donc on mise un peu plus sur l'intériorité quand on peut pas récupérer des relations extérieures et vivre des choses. Donc, je comprends ce que tu es en train de dire, mais en même temps, je me dis c'est contre-intuitif. Parce que plus on est enfermé, plus on rêve, plus on pense, plus on fantasme, et plus on vient chercher à l'intérieur de nous des solutions oniriques, agréables. Donc tu vois ce que je veux dire ? Alors tout dépend du vécu de la personne, et je pense aussi de l'âge de la personne. Parce que si tu étais une personne qui a vécu des rencontres par ailleurs, le confinement est venu stopper tout ça, je pense pas que tu deviennes du jour au lendemain fictosexuel quand tu sais que avoir une relation réelle avec une personne t'apporte quelque chose de complètement différent. Et puis il y a le ficto-voyage en ce moment. Tout le monde a envie de se barrer et de partir des frontières. Si on veut. Mais je sais pas si les gens rêvent à ce point-là de ça, en fait, puisqu'on n'a pas encore la certitude et la permission officielle de pouvoir aller où on veut. Donc je pense que ça peut amener peut-être aussi à ne pas s'autoriser à rêver. Tu vois ? Je me dis que dans ce sens-là aussi, c'est quand même important. Les gens ne peuvent pas prendre leur billet, les gens se disent qu'un jour ils voyageront, certains me disent on ne pourra plus jamais voyager de notre vie, donc je me dis que peut-être ça appauvrit aussi la rêverie à ce moment-là, parce qu'on ne va pas se faire de mal et on aimerait que ça se réalise. Oui. Mais est-ce que c'est un phénomène de société ? Est-ce que c'est une mode ? Ça existait avant, ça, Nadia ? La flictosexualité ? Oui. Au Japon, non, certainement. Ça a dû bien commencer là-bas. Ouais. Ça commence toujours là-bas, ces trucs-là. C'est quelque chose qui existait, mais c'est comme tout, en fait. Il y a effectivement des phénomènes de mode. Comment dirais-je ? Ça se sait, on trouve ça plutôt sympa, c'est la nouveauté. Et puis on sait très bien que les jeunes, alors là je parle plutôt des très jeunes, sont très férus de tout ce qui sort de l'ordinaire. Et donc ils s'approprient ça sur le moment. Maintenant je ne suis pas certaine que, même si c'est un phénomène que je trouve plus important chez les collégiens en ce moment, que ce soit vraiment fondateur d'une façon de fonctionner au niveau affectif et sexuel plus tard. Après, ça vient répondre aussi à la demande de médiatisation de fantasmes qu'on filme. Ça me fait penser à Marie au premier regard, où finalement, quelqu'un trouve une correspondance a priori parfaite et on voit les candidats chacun de leur côté rêver, penser. Sur M6, vous voulez dire ? L'émission sur M6. Oui. Ah non, vous êtes passé de En thérapie, Maximilien, à Marie au premier regard. Parce qu'il ne faut rien cracher avant d'avoir goûté. Et il y a toujours quelque chose à récupérer. Marie au premier regard, je pense que ça répond à ces questions-là. C'est-à-dire qu'on est dans une fantasmatisation et puis après, vous tombez sur le partenaire et puis il faut dire oui dans les 10 minutes, quoi. Puis vous voyez la belle famille et puis vous dites oulala, j'espère qu'il est pas pareil. Enfin bon, c'est toute une histoire. Et ça me fait penser aussi à la dernière émission qui est fabuleuse.
la plus belle émission d'M6 qui a été faite en 10 ans, qui s'appelle « Et si on se rencontrait ?» qui est juste après, quand vous n'arrivez pas à dormir à 23h, 23h30, je suis tombé dessus une fois. Et en fait, le principe, c'est que des gens se rencontrent virtuellement. Et si j'ai bien compris, M6 chapeaute ça et leur dit « Bon, bah, c'est très bien, faites votre vie, mais au bout d'un moment, on va faire en sorte que vous rencontriez pour la première fois devant nos caméras. » Et là, on a des choses fabuleuses. On a des gens qui continuent à rêver un personnage que le spectateur voit comme ne pas être du tout le personnage que l'autre rêve. Ouais. Et puis, on a des gens qui, pour le coup, se rendent compte de la réalité, quoi. Et étaient partis dans une rêverie et d'un seul coup, waouh, se disent... il a 15 kilos de plus, ou en fait, il avait l'air d'être un homme, mais il se comporte comme un garçon, ou alors elle avait l'air sérieuse, elle l'est pas du tout. Et là, d'un seul coup, c'est intéressant, parce que c'est vraiment comme dirait le vieux psychanalyste Jacques Lacan, c'est la réalité, c'est ce qui cogne, quoi. Et on voit que certains se sont pris une porte, quoi, en se disant, oh mon Dieu, quoi. Je sais pas si tu as vu l'émission, mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant, parce que ça nous renvoie à jusqu'où je pars dans mes rêves, et jusqu'où j'accepte de voir la réalité. Parce que certains ne l'acceptent pas. Hein. Et je pense que les spectateurs sautillent sur le canapé à ce moment-là, comme je l'ai fait moi aussi, en disant mais c'est pas vrai, est-ce qu'elle voit pas qu'en fait elle a rêvé sur son portable par texto et que c'est pas le bonhomme qu'elle a devant. Et je pense qu'on est des milliers de Français à hurler devant notre télé en disant mais fais pas ça quoi. Donc il y a quelque chose comme ça où c'est pour reprendre notre concept commun d'auto-enfumage et d'inter-enfumage, c'est-à-dire qu'on se raconte des choses et puis que l'autre, naturellement, en tant qu'être humain, il nous renvoie une image qui est parfois pas celle qu'il est vraiment, quoi. Ça te parle ? Oui, tout à fait. Et ça rejoint un peu l'affectosexualité, finalement, parce que on pourrait se demander s'il n'y a pas eu, finalement, même si c'est deux personnes réelles, est-ce qu'il n'y a pas eu un échange entre un personnage finalement imaginaire ou idéalisé, et idéalisé, qu'on a collé sur une personne réelle, et finalement on s'attend à rencontrer ce personnage qu'on s'est construit. Mais justement, j'aurais envie de dire dans ce que tu décris, mais je pense que c'est pas complet ce que je veux dire, mais qu'il n'y a pas de rencontre en fait. Oui. Et que sur M6, il y a parfois pas de rencontre, assez souvent pas de vraie rencontre. Et de temps en temps, il y a une vraie rencontre. Mais qu'est-ce qui se passe quand on passe de l'imaginaire au réel ? Quand on passe du virtuel au réel, qu'est-ce qui se joue finalement ? Je pense qu'il y a la question de la désirabilité, il y a la modification de ce qu'on entend chez l'autre. Il y a un exemple qui est génial dans cette fameuse émission, c'est qu'il y a une jeune femme, une femme d'une trentaine d'années qui rencontre une plus jeune de 20 ans. Et celle de 20 ans veut pas se caser. Ça se sent, selon moi, pendant toute l'émission. Mais celle de 30 veut se caser et elle a un coup de cœur. Elle a tellement un coup de cœur qu'elle n'arrive pas à percevoir que cette jeune de 20 ans, elle veut continuer à s'éclater. Elle a tellement envie que ce soit une histoire solide que la jeune de 20 ans lui tord ses arguments pour lui plaire, pour lui convenir. Moi, je mets un billet sur la table qu'a priori, ça ne devrait pas fonctionner, leur histoire. Et que celle de 30 a réussi à se faire embobiner en posant les questions qui vont aider la jeune à convenir à son image. À dire ce qu'elle souhaite entendre. Voilà. Et donc, les deux, finalement, se racontent une histoire. Et c'était assez criant ce moment-là, parce que je me suis dit, mais finalement, comme d'habitude, c'est pas parce que vous mettez deux personnes qui se parlent qu'elles se rencontrent vraiment. C'est pas donné, c'est pas facile. Alors, je rejoins ce que tu dis, mais si on y réfléchit finalement dans les rencontres même matérialisées entre deux personnes en face à face, il se joue la même chose. Exactement, les attentes, ce que j'attends de l'autre, comment je l'imaginais, il me déçoit parce que je m'attendais à ce qu'il réagisse comme ça à tel moment. Donc oui, je crois qu'il y a cette question. Mais c'est peut-être un fil rouge, peut-être sur l'émission, c'est quand même la question de qu'est-ce que je veux voir chez l'autre. Qu'est-ce qu'il a allumé chez moi comme bouton qui me donne envie à ce moment-là de le retrouver dans la réalité. Et parfois, on ne le retrouve pas. On ne le retrouve pas. C'est le cas sur M6 d'un type qui fait vraiment bonhomme, selon la nana qui va le rencontrer. Et puis, quand on le voit, en fait, c'est pas du tout un homme. C'est un petit garçon et elle le capte tout de suite. Et elle lui dit, ça va pas le faire. Mais elle s'est laissée embarquer pendant des mois sur des messages qui étaient convaincants. Mais j'ai envie de dire, le commercial n'a pas réussi à vendre son produit jusqu'au bout, quoi. Et quand elle l'a vu, elle s'est dit non, c'est pas possible. Et puis le type est déçu en fait parce qu'il continue à dérouler son plan, mais ça ne marche plus en fait.
Parce que la majorité de la communication, elle n'est pas verbale, elle est non verbale. C'est des sensations, c'est des émotions, c'est des images, c'est des vibrations. Enfin, une rencontre, c'est pas un portable avec des lettres sur lesquelles on appuie. C'est pas des messages qu'on reçoit, c'est pas ça la communication, ça ne suffit pas en fait. C'est pour ça que quand on parle de rencontres durant le confinement par exemple, moi je différencie bien les rencontres qui se font exclusivement par SMS ou vocal. Et encore vocal, c'est un stade au-dessus parce que la voix. Il y a la sensualité de la voix, il y a les vibrations de la voix. Exactement. Des rencontres en. Comment dirais-je ? Il n'y a rien de plus trompeur qu'une voix. Alors là, parole d'homme de radio. Non, bien sûr. Oui. C'est très difficile de projeter une personnalité, un physique sur une voix. Tout à fait. Donc je disais des rencontres, par exemple, en visio, où là, déjà, je pense que la démarche de vouloir tout de suite passer à une rencontre visuelle, parce que là, du coup, on a l'auditif, le visuel, donne une indication aussi sur cette volonté de vouloir passer dans une autre réalité, en tout cas de sortir d'une virtualité complète, me semble-t-il. Alors on parle d'un nouveau phénomène, c'est la flictosexualité et l'amour 2.0. On rappelle pour tout le monde, Nadia, ce que c'est que la flictosexualité. Oui, c'est des personnes qui ont une attirance affective et ou sexuelle envers des personnages fictifs. Bon, alors beaucoup qui nous écoutent se disent mais qu'est-ce que c'est ça ? Est-ce que ce sont des personnes qui sont normales dans leur tête ? Maximilien. C'est à moi de décréter la normalité. C'est des nouvelles pratiques, donc ça déroute et c'est particulier. Évidemment, moi, personnellement, ça ne me parle pas que ça puisse être poussé jusqu'à l'extrême, mais pour moi, c'est jusqu'où ça peut vous empêcher quelque chose ? Et surtout, quelle fonction ça vient remplir ? Dans la vraie vie, donc. Oui, et puis quelle fonction ça vient remplir ? Je veux dire, j'imagine un homme qui me dit, moi c'est terminé, maintenant je suis fou amoureux on recommence, Carole Bouquet, et ça fait 25 ans que je suis amoureux d'elle, et puis je ne rencontre personne. Moi, ça fait au moins 30 ans que je suis amoureux de Carole Bouquet, quand elle faisait Chanel 5, vous voyez. Et c'est intéressant parce qu'elle a changé, mais peut-être que vous avez encore la tête. Moi, pour moi, Carole, et je vous l'ai dit, en thérapie, c'est Carole Bouquet sur Chanel 5. Voilà. Et donc, je me dis, si Philippe, ça vous a pas empêché d'avoir une vie sociale, une vie affective. Complètement. Si. À chaque fois, vous comparez en me disant. Je l'ai rencontré un jour à la boulangerie et voilà. Ah bon ? Et qu'est-ce que ça a fait alors ? Je me suis dit qu'il ne faut même pas rencontrer les gens le dimanche matin à la boulangerie. Voilà, il a répondu à la question. Voilà. C'est ça. C'est ça, c'est bon. Il faut mieux rester avec ce qu'on s'est construit. Parce que c'est parfait, comme toute rencontre. Il y a des moments où vous croisez quelqu'un et puis après vous le revoyez, vous vous dites qu'est-ce qui s'est passé quoi ? J'étais pas alcoolisé, j'étais pas sous l'emprise de la drogue et j'avais envie de voir ça d'une certaine manière en fait. J'avais envie de voir cette rencontre d'une certaine manière. Mais ce qu'on se disait par rapport à la question des attentes est intéressante parce que ce soit fictosexuel ou Georges Sand, on met ça dans le même panier. Il y a la question de pouvoir avoir des préliminaires, de pouvoir avoir un imaginaire partagé et commun, et ça nous serait pas venu à l'idée de dire à Sand ou à Camus ou à Monterland de prendre sa voiture et d'arrêter d'écrire, parce que c'était une démonstration d'élégance. Et c'est vrai, comme on se le disait pendant cette petite pause, finalement, on n'est plus trop dans la poésie, dans la littérature, sur son portable, en fait. Donc, ça rend les choses... C'était des vraies lettres. Hein. C'était des vraies lettres. C'était bien écrit. Exactement. Donc oui, moi, je crois qu'il y a quand même un lien. Enfin, j'essaie de trouver des liens, en fait, parce que sinon, ce truc-là est simplement un phénomène bizarroïde japonais. Quoi. Non, mais parce que les parents qui nous écoutent et qui découvrent que subitement, leur fille ou leur fils est amoureuse d'un personnage virtuel... Gendarmerie, ils portent plainte... Contre qui on sait pas. Contre l'éditeur. Comment les aider, ces parents ? En fait, pourquoi voudrions-nous aider qui que ce soit, en fait ? Parce que là, d'ailleurs, je me posais la question quand tu parlais des personnes flictosexuelles qui, finalement, s'il n'y a pas de demande, s'il n'y a pas de souffrance, s'ils ne viennent pas consulter pour dire moi, ça me pose un problème parce que maintenant, je voudrais passer dans la vie réelle et en fait, je ne sais pas du tout comment entrer en contact avec une personne. Si on en arrive à ça, très bien. Oui. Mais moi, je trouve que tu es trop gentille, Nadia. Donc, je vais te faire la maman du Maghreb. Je m'inquiète. Ma fille passe son temps sur les réseaux sociaux. Elle a 23 ans. Elle est fictosexuelle. Et quand est-ce qu'elle nous fait un petit ? Quand est-ce qu'elle se marie ? Là, tu parles de... Ah non. Tu parles d'une adulte
qui a 30 tu nous as dit 30 jusqu'à ans et 30 plus. ans. Tu nous as dit jusqu'à 30 Oui, ans. voilà, mais même parce que plus. non, Philippe partait sur les ados. Moi, je pense Il a aux dit ados. Ah oui. Ah oui, bah oui. Parce qu'effectivement, le phénomène est en Tu train l'as de dit justement tout à l'heure, de ça se rassurait même les répandre. parents. D'accord. Donc Après, si on reste sur, sur les ados, j'ai envie de dire, on est tous passés par des périodes croyez, farfelues. vous croyez que ça rassure les parents parce qu'après, il y a des gamins qui n'arrivent pas à sortir de leur virtualité. Alors, ce qui va pas rassurer les parents, c'est pas tant ça. Hein. C'est plutôt le fait d'être sur Internet et d'avoir accès à une multitude d'autres choses. C'est plutôt ça qui va inquiéter les parents. C'est-à-dire pouvoir faire des rencontres, pour le coup, réelles dans le virtuel, avec une personne réelle dans le virtuel, et jusqu'où cette rencontre peut les mener. Et puis tout le reste. Je ne pense pas qu'un parent pousse son enfant à consulter parce qu'il a un amour imaginaire avec un personnage de manga, en tout cas à cet âge-là. Mais je pense que si ça arrive en consultation, ce sera probablement à 99% parce qu'il y a un désinvestissement à l'extérieur. Voilà, exactement. C'est le truc avec les jeux vidéo, hein, c'est pareil. Hein, on vient pas me voir pour des histoires de jeux vidéo quand le jeune a une copine et qu'il est socialisé, qu'il a des bonnes notes. Ça fait partie du lot et on dit qu'il y a un lien avec. C'est ça la question. Mais je veux dire, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Et à partir du moment où vous avez un boulot, des amis, une femme et que tout roule, on s'en fiche un peu en fait. Mais comme c'est original et bizarre, un peu particulier, pas commun, je pense que ça peut alerter le parent qui se dit oula, peut-être qu'à force d'être dans ces délires, il faudrait qu'il investisse son bac et qu'il se mette à réviser, quoi. C'est ça la question. C'est ça, mais c'est l'à côté qui va inquiéter. C'est pas tant le phénomène en question, en tout cas à cet âge-là. Après, je reprends le question. Donc tu peux réincarner la maman. Oui. La maman maghrébine. Nadia, vous rigolez ou quoi? Qu'est-ce qu'a fait ma fille là? Elle passe son temps sur les réseaux. Voilà, donc elle me raconte qu'elle est amoureuse d'un personnage, il n'existe même plus. Et puis tu lui dis mais c'est pas grave, madame. Avec l'accent en plus. Il y a beaucoup de mères qui nous écoutent qui ne se sont pas du tout reconnues là, non, dans pas du tout. l'imitation de Maximilien. J'ai pas osé, je voulais pas faire en arabe non plus parce que ça va faire peur. Mais... donc là, oui. Ah, moi je veux bien. Oh non. Là, ça vient toucher d'autres problématiques. Hein. C'est oui, ma fille ou mon fils d'ailleurs. Hein, parce que, je sais pas, on a focusé sur les femmes, mais il y a des hommes. Ne s'investit pas dans une relation. Je sais. Je me demande si c'est pas un truc qui est pas un peu plus féminin. Alors, en tout cas, dans ce que j'ai retrouvé dans la littérature, le peu de littérature sur le sujet, effectivement, on parle plus des femmes. Et chez les ados, ce sont plus les filles d'ailleurs. Hein. Parce qu'il y a peut-être la question de la consommation par l'acte sexuel qui gratouille parfois un peu moins les filles et qui peuvent être un peu plus patientes que les hommes. Donc elles ont plus facilement accès à un imaginaire fantasmatique qui vont participer à l'érotisation, tandis que le garçon est plus facilement amené à vouloir consommer rapidement. Donc je me dis qu'il y a peut-être un lien. Oui, aussi. alors dans un contexte sociétal qui induit ça. Oui, oui. C'est-à-dire que dans l'éducation aussi... c'est pas génétique spécialement, bien qu'il y ait quand même la question des hormones, etc. Mais oui, la question sociétale est là, quoi. La question culturelle. Pourquoi Nadia ? Non, on est tributaire d'une façon de penser, de vivre les questions de genre. C'est un fait. Donc on ne peut pas mettre de côté l'idée que s'il y a plus de filles qui sont prises par ce phénomène, on ne peut pas le détacher de la façon dont on éduque aussi les filles, dont on éduque les filles, en tout cas en termes de sexualité, d'affectivité et de relation à l'autre. Mais je me dis que peut-être dans certains cas, ce serait une façon de pouvoir vivre pleinement un romantisme qu'on n'arrive pas toujours à retrouver chez le garçon, éduqué un peu trop violemment comme un garçon, quoi. Caricatural, quoi. Qui veut coucher avec la fille alors qu'elle a peut-être envie de développer ce romantisme qu'elle ne trouve pas. Peut-être que dans certains cas, ce serait justement un symptôme sociétal de l'impossibilité de pouvoir se séduire, se respecter, patienter, rêver ensemble, sans forcément consommer dans l'immédiat. D'ailleurs, c'est vrai qu'on va retrouver beaucoup plus de garçons sur les mangas sexuels, par contre. Où, étonnant. Voilà. Où là, effectivement, là, on a... ce sont des dessins animés, enfin, ils les appellent des animés maintenant, tout est tronqué, et où on a, en fait, c'est un film porno, il n'y a pas d'autres mots, c'est un film porno qui est dessiné, avec exactement les mêmes représentations sexuelles et corporelles que l'on retrouve, les mêmes codes, en tout cas, que l'on retrouve dans la pornographie.
C'est la question de l'érotisme, en fait, qu'on est en train de se poser. Le développement de l'érotisme chez l'adolescent et chez l'âge adulte, quoi. Est-ce que ça existe aussi encore avec la question de la pornographie, où vous avez des jeunes qui vous parlent avec un langage particulier, ils ont 12 ans, ils ont déjà tout vu. L'érotisme, ils comprennent pas ce que ça veut dire. C'est simplement attendre et patienter, donc c'est insupportable. Donc ça renvoie à toutes ces questions-là, en fait, je trouve. On est en train d'élever le débat. On est parti sur un phénomène un peu ovni, avec Nadia, comme par hasard. Et en même temps, je crois qu'il y a des vraies questions. Oui, mais moi, ça m'a pas parlé. Ça a attiré ton œil. Non, c'est parti d'une discussion qu'on a eue, en fait. Oui, c'est ça. C'était une thérapeute qui nous avait alerté sur justement des gens qui voyaient arriver en consultation. Parce qu'ils s'étaient fait larguer des ados. Par leur manga Non. Non. Pourquoi justement Dis-le nous. Une maman qui s'inquiétait. Une maman qui s'inquiétait. Qui s'inquiétait parce que, qui s'inquiétait, comme tu disais très justement tout à l'heure, parce que sa fille s'isolait de plus en plus. C'est ça la question. La problématique, c'était pas tant l'amoureuse, parce que là, pour le coup, on ne sait pas si elle était flictosexuelle ou pas. Mais en tout cas, elle consommait de plus en plus de mangas et elle rentrait dans son monde. Voilà, exactement. De plus en plus. C'est ça. Alors que quand même, la question pour moi, à chaque fois que les enfants, c'est comment ils vont se débrouiller sans nous. Il faut les socialiser, il faut qu'ils s'en sortent, il faut qu'ils arrivent à l'heure à leur stage, il faut qu'ils sachent avoir un peu de politesse, une compréhension des codes sociaux, une possibilité de se faire aider s'il y a besoin. Et c'est sûr qu'ils sont moins armés s'ils sont toujours dans un monde où tout est parfait, où on n'est pas ennuyé par la réalité. C'est par analogie, c'est ce que peut vivre quelqu'un en burn-out complet, en dépression, qui est en arrêt maladie et qui veut pas du tout penser à la reprise du boulot et qui appelle le psy en urgence 2 semaines avant la reprise parce que le médecin dit moi je veux pas renouveler pendant 10 ans et il a des angoisses et il veut plus affronter la réalité parce qu'il sait plus comment l'affronter, quoi. Donc c'est cet équilibre aussi qui est intéressant pour moi, c'est très bien de vivre dans une rêverie, mais en même temps il faut pouvoir à un moment donné arpenter le monde, y faire face, en faire quelque chose et ne pas le subir. C'est cette question qu'il peut y avoir derrière. Je ne dis pas que c'est la question pour tous ceux qui utilisent ce genre de relation, mais c'est une question que je me poserai forcément en rencontrant quelqu'un. Oui, parce que c'est pas le rêve, en fait, comme tu dis, qu'il faut incriminer, parce que dans une rencontre, de toute façon, dans une relation, on rêve l'autre, de toute façon, même dans le réel. Généralement, on commence par un rêve positif, et avec toutes les projections qu'on peut avoir, et c'est ce qui nous permet d'avoir cet élan d'amour et d'affection pour aller justement creuser dans cette relation-là. Après, quand ça se passe mal, on rêve toujours l'autre, mais on le rêve négativement. Donc quand elle était généreuse, elle devient radine alors qu'elle a peut-être pas... Ou alors elle est généreuse mais avec tout le monde. Et au bout d'un moment, on n'a plus de sous. Voilà. Ou alors ça peut être l'homme qui dit moi je suis très famille. Alors elle se dit c'est super, enfin un homme qui s'intéresse à sa famille. Et en fait il passe sa vie chez sa mère. Et c'est toujours sa mère qui a raison. Et donc finalement, il avait tout à fait raison sur l'intitulé, mais après coup, on se dit, c'est pas ça. C'est ça. Il y a un côté, donc je vais citer encore quelqu'un que j'aime bien, Julien Courbet, dans son émission. On s'est fait arnaquer. Est-ce que vous avez vu qu'on est passé de Lacan à Courbet? On est passé par Sand. Par Sand, par Monterland, mais évidemment, par Mario Premier vous Regard. Êtes un couteau suisse. Oui, mais il le faut pour survivre. Donc Julien, donc. Julien Courbet, c'est la même chose. C'est-à-dire que les gens achètent une machine à laver, elle a l'air très bien, et puis finalement, on se rend compte qu'elle est bosselée de partout, qu'elle n'est pas comme sur la photo, ou que les travaux n'ont pas commencé depuis 6 mois. Donc, c'est-à-dire qu'on nous vend une image, et puis il faudra créer une espèce de Julien Courbet de la relation, de la rencontre. C'est que Julien est très groupe M6 en ce moment. Je me demande s'il ne prépare pas son arrivée sur M6 bientôt à la rentrée. Restez sur Beurre FM, Maximilien. Oui, je suis bien. La rencontre, Nadia El Bouga, Maximilien Bachelard. Vous pourrez d'ailleurs voir la vidéo de cette rencontre sur la chaîne YouTube et réécouter l'émission en podcast. C'était notre première aujourd'hui. Je sais, c'est la première. Ouais. On prend nos marques. Vous n'êtes pas trop traumatisé. Vous avez été virtuel pendant longtemps et subitement aujourd'hui vous vous rencontrez. Comme quoi, on peut passer de la virtualité à la réalité sans aucun problème. Voilà. Grâce à 2 micros. Merci d'avoir été avec nous. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.